Et place à votre chronique, Louis. Vous avez envie de taper sur l'extrême gauche. Et oui, le meurtre... Je vais pas montrer que ça me fait plaisir. Bah évidemment. Le meurtre de Louise la semaine dernière, comme tant d'autres qui s'accumulent à un rythme toujours plus inquiétant, nous donne un avant-goût de cette France violente et créolisée que LFI rêve d'imposer. Vous savez, LFI, c'est ce parti qui l'ouvre grand quand il peut, mais qui se tait bien fort lorsqu'il est face au président, à l'image de Mélenchon il y a quelques années. Jean-Luc Mélenchon n'assume plus d'avoir traité Emmanuel Macron de xénophobe dans l'après-midi. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Parce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement. Ah, j'ai aucun doute, oui. Ça, j'ai... Oui. On a des confrontations politiques, philosophiques, mais M. Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. Et une demande de plus en plus forte monte au sein de la population, épuisée par l'insécurité et le bordel politique. Et même Macron, à chacune de ses sorties, doit affronter la colère des Français. Est-ce que vous ne pourriez pas remettre un peu d'ordre dans ce pays ? C'est un foutoir pas possible. Moi j'ai 81 ans, j'ai jamais vu un foutoir pareil. Et est-ce que vous ne pourriez pas dire aux députés d'être un peu plus disciplinés ? Parce que c'est pas possible, tout le monde crie, tout le monde parle. Vous avez raison. On est dans un pays magnifique, monsieur. Vous avez parfaitement raison. Et les raison. Français ne savent plus qu'il est beau ce pays. Alors il y en a qui le savent, heureusement. Alors moi je le sais encore. Moi aussi. Mais s'il vous plaît, monsieur, avant de quitter la France, remettez de l'ordre. Et cette extrême gauche, complètement à la ramasse sur les questions de sécurité, n'a plus aucune crédibilité, à tel point que même le média Thinkerview a tenté de comprendre la stratégie de LFI pour renvoyer les OQTF en interrogeant le député David Guiraud, mais sans jamais obtenir de réponse. On en fait quoi des OQTF ? Des OQTF ? Ouais. Mais des mecs qui foutent le bordel en France, qui se baladent avec des couteaux, qui s'amusent à chlasser les mecs dans le métro, des mecs qui font n'importe quoi, on en fait quoi ? Ok, je te réponds sur les OQTF. Ouais. Tu sais, moi, à Roubaix, j'ai une population qui a une histoire de l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'Algériens, des Harkis aussi, 10 000 Harkis dans ma ville. Les gens sont venus pour bosser dans les usines, on les a amenés là, déjà. Et je me dis, Quelle était ma question ? Qu'est-ce qu'on fait des OQTF qui foutent le bordel, ouais. Ta grand-mère qui reste tranquille, qui paye ses impôts. Mais c'est pas forcément les OQTF, les gens qui sont en situation de délinquance. Tu vas dans une prison française. Je te parle des OQTF en situation de délinquance. On en fait quoi ? Les OQTF en situation de délinquance. Mais en fait, pour moi, tu prends le problème à l'envers. Non. Tu réponds pas à ma question. Si, je vais y répondre, je t'assure. Ceux qui foutent le bordel, sanction. Sanction. Ça dépend du niveau. Ils sont archi sanctionnés. Ils sont sanctionnés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. On en fait quoi ? Sanction. Voilà, donc et ces OQTF que nous devons nous coltiner, font pour la plupart exploser le nombre d'attaques au couteau, qui pourtant, comme l'a dit Xavier Hofer tout à l'heure, ne sont pas précisément recensées dans les statistiques officielles, et comme l'analyse un autre journaliste, Vincent Herouet. Il y a la volonté de ne pas savoir, de toute façon. Par exemple, Valérie Boyer avait déposé au Sénat un texte, une question au gouvernement pour réclamer un chiffre simple. Combien d'agressions au couteau en France l'an dernier ? Eh bien, c'est un chiffre qui n'existe pas. Il n'y a pas de recensement. On ne veut pas savoir. Il y en a plus. Combien ? Bof, on ne sait pas. Donc vous avez des statistiques qui donnent une vague idée, le nombre de morts, le nombre de blessés à Paris. En fait, vous ne savez pas. En réalité, tous les professionnels vous disent que c'est une hausse absolument, mais phénoménale. Absolument. Et tout cela s'inscrit dans une immigration massive, qu'elle soit régulière ou irrégulière, ou même les filières que l'on pourrait considérer comme positives pour la France, deviennent de nouveaux moyens de s'imposer sur l'ensemble du territoire, selon le journaliste Louis Dragnel. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la catégorie de personnes qui ont le plus de titres de séjour ? Ce sont les étudiants étrangers. Aujourd'hui, on vous fait croire que ces gens-là viennent pour le rayonnement. à peu près par an. On a dépassé les 109 300. C'est considérable. Il y a 10 ans, c'était 20 000 de moins. Et on nous fait croire que ça, c'est pour le rayonnement de la France. En réalité, quand vous discutez avec des préfets, quand vous discutez avec des gens du ministère de l'Intérieur, c'est pas des étudiants de Harvard ou de la LSI qui demandent des titres de séjour pour venir en France. En réalité, c'est le premier moyen contourné d'accès à la nationalité française, d'accès au territoire français. Et donc, ce sont des gens qui s'inscrivent dans des formations à la fac dont ils savent absolument qu'il n'y aura aucun contrôle. Ils se font des virements bancaires entre eux pour donner l'illusion qu'ils sont solvables et qu'ils ont les moyens d'assurer leur vie sur place. Mais tout ça, c'est complètement faux. Et vous allez avoir plein de politiques qui vont vous dire « mais il faut encore plus d'étudiants pour le rayonnement de la France ». Mais en réalité, c'est complètement faux. Et prenons un exemple frappant qui illustre à la fois l'immigration massive et l'infamie de l'extrême gauche,
Mayotte. À l'Assemblée, une scène presque comique s'est déroulée lorsque les députés Delogu et Raphaël Arnaud ont tenté à leur manière de pointer la supposée inaction de l'opposition. Ce mardi soir, j'étais au concert de Rof, comorien puis français, a rappelé sans détour toute sa solidarité avec Mayotte. Là est la solution. L'amour et la solidarité entre les peuples dépassent toutes les horreurs racistes qu'on peut entendre ici. Donc du coup, j'étais en train de dire que je vous ai vu pendant pas mal de temps passer à la télé, Madame Youssoufa pareil, pour défendre ce qui est défendable, c'est sûr. Mais où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, à envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Et bien sûr, la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, nous a offert une scène digne des plus beaux recadrages politiques. Pendant les fêtes, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Aucune décence. Non, mais vous pouvez. De toute façon, c'est là à la hauteur des arguments. Parce que LFI, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. Hein? On est en train de parler du droit du sol à Mayotte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je suis allée à un concert, je me suis bien amusée. Vive l'amitié. Ben oui, parce que, c'est ça. Vous avez un pays qui revendique une partie du territoire national, mais vous êtes allés danser. Et un autre député, cette fois de la Nouvelle-Calédonie, a soulevé une contradiction majeure chez les Insoumis en leur posant une simple question. Parce que j'entends depuis ce matin que le droit du sol est un principe fondamental de la Constitution française, que le droit du sol, c'est l'humanisme, c'est l'universalisme, c'est le fondement de la République, que le droit du sol, c'est respecter des enfants qui naissent et qui grandissent dans un pays. Ma question, elle est donc simple. Pourquoi l'extrême gauche a voté contre le rétablissement du droit du sol en Nouvelle-Calédonie? C'est quoi? C'est un droit du sol à 2 vitesses que vous avez? Le droit du sol, il est juste pour vous quand il s'agit d'étrangers immigrés illégaux. Par contre, quand il s'agit de Français en France, on ne vous entend plus. La seule différence entre la Nouvelle-Calédonie et Mayotte, c'est qu'à Mayotte, ça concerne des immigrés illégaux et qu'en Nouvelle-Calédonie, ça concerne des Français. Et cette immigration de masse qui alimente une insécurité macabre a un dénominateur commun, le laxisme judiciaire. Enfin, pas pour tout le monde, comme l'a démontré notre chroniqueur Jean-Hugues Gana, interrogé sur TV Liberté. Moi, je viens de prendre 8 mois avec sursis pour avoir fait face aux émeutiers pour Naël à Angers, qui attaquaient notre local de la rue du Cornet. On a été relaxé en première instance, fait rarissime par le juge qui a considéré que nous étions en état de nécessité, c'est-à-dire non pas en état de légitime défense, mais en état de nécessité. Donc oui, vous avez commis un délit, vous êtes défendu en ayant préparé votre défense, parce que l'état de légitime défense, normalement, ça doit être spontané. Mais étant donné que la France, en fait, était dans le chaos, vous aviez le droit de le faire. Le parquet a fait appel. Il n'y avait aucun plaignant en face. Donc déjà, c'est le parquet qui engage les poursuites. Le parquet est débouté, entre guillemets, il fait appel. Et on est condamné en appel à 8 mois avec sursis. Je n'ai collé même pas une claque. J'ai juste fait face à des émeutiers. Et cette partialité judiciaire exaspère, car elle mène à des absurdités comme l'affaire de l'influenceur algérien Doualem, qui menaçait la France dans ses vidéos. Un scandale qui a tourné au ridicule pour le gouvernement français et qui prouve que la justice a bel et bien choisi son camp, comme le dénonce la journaliste Eugénie Bastier. Je pense, moi, qu'il faut changer les juges. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, la droite américaine a investi énormément chez les juges. Elle a formé des juges de droite dans des universités, etc. Il ne peut pas y avoir juge de droite. Mais aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont formé des juges de droite. Il n'y a que des juges. Non, mais ils ont formé des juges qui étaient plus favorables à certaines politiques. Et d'ailleurs, la Cour suprême américaine, aujourd'hui, a été entièrement changée. Elle est favorable aux politiques de Trump. Ça change tout.
La gauche le fait sans état d'âme depuis des années. La gauche aujourd'hui a investi tout le champ de la justice. Les juges sont tous de gauche. C'est pas Richard Ferrand au Conseil constitutionnel qui va changer les choses. De gauche. C'est évident. Oui, bien sûr, j'en connais beaucoup des juges qui sont très à droite. J'en connais aussi. Mais bien sûr, mais la majorité, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas non. Au Conseil constitutionnel, vous avez vu les membres du Conseil constitutionnel, il y a des gens de droite. Et sur LCI, un intervenant a souligné les contradictions de l'Algérie, si prompte à faire la morale à la France, tout en bafouant les droits humains les plus fondamentaux sur son propre territoire. Maintenant, sur le racisme et le droit du sang ou le droit du sol, l'Algérie, c'est le droit du sang. Et personne ici ne dit que l'Algérie est un pays raciste. Et c'est un pays très homogène sur le plan ethnique et religieux. Et tout le monde dit je me barrais là-bas, c'est formidable. C'est vrai, en Algérie, si vous heurtez la foi d'un musulman, vous allez en prison. Heurter la foi d'un musulman, c'est pas insulter l'islam. C'est simplement dire que je ne suis pas croyant ou que je suis chrétien. Voilà. Et vous partez en tôle. Et vous avez une grosse amende. Donc les leçons d'antiracisme de certains qui estiment qu'ils vont se barrer parce que ce sera mieux dans un pays qui est lui, véritablement raciste et intolérant, moi ça me fait doucement rigoler. Et bref, tout ceci illustre parfaitement cette incapacité et surtout cette incompétence d'un pouvoir fort avec les faibles, faible avec les forts, sur tous les plans, notamment économiques. Un auditeur a d'ailleurs poussé un magistral coup de gueule sur RMC pour dénoncer cette injustice. C'est un scandale les services publics en France. Je me demande à quoi sert bien mon argent. Je paye donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, je paye l'URSSAF, je paye la cotisation foncière des entreprises. Et par contre, quand je vais à l'hôpital, je suis mal reçu, il n'y a pas le personnel. À l'école, quand il n'y a pas d'enseignants, en plus c'est à moi de me démerder pour garder les gosses. La police, vous les appelez, ils sont à l'autre bout de la ville, ou la gendarmerie en zone rurale, parce qu'il n'y a qu'une patrouille pour la nuit, donc vous avez le temps de mourir au moins 6 fois. Enfin, c'est un scandale. Vous allez aux impôts, alors en ce moment c'est mes préférés, ceux-là, ils ouvrent de 8h30 à 12h30. Déjà, il faudrait commencer par ouvrir à des heures où les gens peuvent venir. Accessoirement, on a un travail, voilà. Donc, vous dites, on prend un rendez-vous. Ils vous disent, on n'a plus de créneaux de rendez-vous disponibles, on est en sous-effectif. Par contre, pour vous envoyer la saisie, ça, il n'y a pas de problème d'effectif. Pareil pour le trésor public. On a une entreprise, on fait de la rénovation avec les aides de l'État. Ils nous doivent une fortune et quand vous les appelez pour qu'on vous paye, on vous répond on n'a pas d'argent. On nous répond on n'a pas d'argent. On a plus de 200 000 euros bloqués au trésor public. Non mais l'État c'est le plus mauvais payeur. Il n'y a qu'un truc qui marche bien dans ce pays, c'est venir chercher le pognon. Mais quand il faut leur distribuer aux gens qui travaillent et qui font tourner ce pays, il n'y a plus personne. Je vous dis, c'est un scandale. J'ai même plus envie de payer. Moi, je suis en litige. Je refuse de payer mes fonciers maintenant. Et la prochaine déclaration d'impôt, je la remplis même pas. Ils iront se faire voir. Je veux plus payer. Et j'appelle tout le monde à arrêter de payer. Arrêtez de payer. Arrêtez de payer. Demain, les Français, vous savez quoi? Je vous donne une astuce. Non mais je vous donne une astuce. Attends, Sam, attention avec le fisc parce que celui qui vous rattrape toujours, il a le temps. Et qui ponctionne. Je vais juste terminer là-dessus. De toute façon, ils m'en feront pas un deuxième. Ils m'en feront pas un deuxième. Une fois que je serai tout nu, il n'y aura plus rien à prendre. Et déjà, messieurs, dames, les Français, vous savez quoi? Écrire au président de la République, c'est gratuit. Prenez une enveloppe à l'intention du président de la République, mettez vos fonciers, mettez vos impôts, et on lui envoie tous nos déclarations d'impôts et on dit c'est fini. On en a marre d'être très rien à voir en échange. Non, mais il y a un ras-le-bol fiscal. Ils sont tous pourris. Ils pensent qu'à eux-mêmes et à leur poche. Fini. Les gens, en fait, c'est pas qu'ils sont devenus feignants, c'est qu'ils ont compris qu'une fois qu'ils vont bosser et qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, il leur reste plus rien. Dites-moi, Sam, dites, vous en avez un peu gros sur la patate, non? Mais parce que j'en ai marre de payer. J'en ai marre. Vous savez quoi? Non, mais vous savez quoi? Je vais un chouette vulgarité. Je me sens comme une prostituée. L'État me passe dessus, mais il veut pas me payer. Voilà comment je me sens. J'en ai marre. Ils ont qu'à me payer, parce que moi je dois payer les salariés tous les mois. Et le trésor public, il est où mon pognon? Réveillez-vous les gars. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. C'est pas très fin, mais ça a le mérite d'être clair. C'est clair, voilà. On va pas vous appeler tous, chers auditeurs, à arrêter de payer vos impôts, mais bon, j'avoue que parfois c'est un peu tentant. Merci Louis pour cette chronique. Merci Liselott.